Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. L'œuvre de l'écrivain italien Italo Calvino est immense, toujours vivante, drôle, surprenante, enchanteresse. Une série de 5 épisodes consacrés à son œuvre ne peut partager avec vous qu'une part minime de sa saveur. Pour ce tout dernier épisode, il me tenait à cœur de vous lire un extrait de Monsieur Palomar, livre de chevet qui m'accompagne depuis des décennies. Vous le savez, chez Kimamori, nous aimons les langues, leur musicalité. Vous allez entendre un chapitre de Monsieur Palomar qui se nomme « Le ventre du gecko », traduit en français par Christophe Mileski et lu dans les 2 langues, en français par moi et en italien par son traducteur que nous remercions chaleureusement. Italo Calvino est né en 1923 à Santiago de Las Vegas, à Cuba, et mort à Sienne en 1985. Il est, sans conteste, un des auteurs les plus remarquables de la littérature italienne du XXe siècle. Sur la terrasse, comme chaque été, le gecko est de retour. Un exceptionnel point d'observation permet à M. Palomar de le voir non de dos, comme nous voyons depuis toujours geckos, lézards et lézards verts, mais de face. Dans la salle de séjour de la maison Palomar, il y a une petite fenêtre-vitrine qui s'ouvre sur la terrasse. Sur les étagères de cette vitrine est alignée une collection de vases Art Nouveau. Le soir, une ampoule de 75 watts éclaire les objets. Un plein bagot fait pendouiller depuis le mur de la terrasse ses branches bleu ciel contre la vitre extérieure. Chaque soir, dès que la lumière s'allume, le gecko, qui habite sous les feuilles sur ce mur, prend place sur le carreau, là où brille l'ampoule, et demeure immobile comme lézard au soleil. Les moucherons volettent, attirés eux aussi par la lumière. Le reptile, lorsqu'un moucheron passe à sa portée, l'avale. Monsieur Palomar et Madame Palomar finissent chaque soir par détourner leurs fauteuils de la télévision pour les placer à côté de la vitrine. Depuis l'intérieur de la pièce, il contemple la silhouette blanchâtre du reptile sur l'arrière-plan nocturne. Le choix entre télévision et gecko ne se fait pas toujours sans incertitude. Les 2 spectacles ont chacun des informations à donner que l'autre ne donne pas. La télévision balaie les continents en récoltant des impulsions lumineuses qui décrivent la face visible des choses. Le gecko représente en revanche la concentration immobile et l'aspect caché, le revers de ce qui s'offre à la vue. Le plus extraordinaire, ce sont les pattes, véritables mains aux doigts tout en pulpe, qui, posés sur la vitre, y adhèrent de leurs minuscules ventouses. Les 5 doigts s'étalent comme pétales de fleurs sur un dessin d'enfant. Et lorsqu'une patte bouge, ils se rassemblent, comme une fleur qui se referme pour ensuite se redéployer et s'aplatir contre la vitre, laissant paraître des striures d'une finesse extrême, semblable à celle des empreintes digitales. À la fois délicates et fortes, ses mains semblent contenir une intelligence potentielle,
tel qu'il suffirait qu'elle puisse se libérer de la tâche de rester là, collée à la surface verticale, pour acquérir les qualités des mains humaines, dont on dit qu'elles sont devenues habiles quand elles cessèrent de devoir s'accrocher aux branches ou fouler le sol. Les pattes repliées paraissent pourvues, plutôt que de genoux, de coudes et d'une élasticité propre à soulever le corps. Les pattes repliées paraissent pourvues, plutôt que de genoux, de coudes et d'une élasticité propre à soulever le corps. La queue n'adhère à la vitre que le long d'une bande centrale, où prennent origine les anneaux qui la ceinturent de part et d'autre et en font un outil robuste et bien défendu. La plupart du temps immobile, engourdie et oisive, elle semble n'avoir d'autre talent ou ambition que d'être un soutien subsidiaire. Rien à voir avec l'agilité calligraphique de la queue des lézards, mais au besoin se montre réactive et bien articulée, et même expressive. De la tête, on distingue la gorge spacieuse et vibrante, et sur les côtés, les yeux globuleux et sans paupières. La gorge est une surface de sac flasque qui s'étend de la pointe du menton, dure et tout écailleuse comme celle d'un caïman, au ventre blanc qui présente lui aussi, là où il presse la vitre, un piquetis granuleux, peut-être adhésif. Lorsqu'un moucheron passe près de la gueule du gecko, sa langue jaillit et engloutit, foudroyante, ductile, préhensile, dénuée de forme propre et capable de prendre toute forme. Palomar, cependant, n'est jamais sûr de l'avoir vu ou pas. Ce qu'il voit à coup sûr maintenant, c'est le moucheron dans la gorge du reptile, son ventre écrasé contre la vitre, éclairé et transparent comme sous les rayons X. On peut suivre l'ombre de la proie dans son trajet à travers les viscères qui l'absorbent. Si toute matière était transparente, le sol qui nous supporte, l'enveloppe qui emmaillote nos corps, tout apparaîtrait non comme un flottement de voile impalpable, mais comme une géhenne de broiement et d'ingestion. Peut-être en ce moment même, un dieu des enfers situé au centre de la terre, de son œil transperçant le granit, nous regarde-t-il d'en bas, suivant le cycle de la vie et de la mort, les victimes déchiquetées qui se défont dans les ventres des dévoreurs, jusqu'à ce qu'à leur tour, un autre ventre les avale. Le gecko reste immobile des heures durant. D'un fouettement de langue, il déglutit de temps à autre un moustique ou un moucheron, d'autres insectes, par contre, identiques aux premiers, qui eux aussi se posent inconscients à quelques millimètres de sa gueule, semblent passer inaperçus. Est-ce la pupille verticale de ses yeux, collée de part et d'autre de sa tête, qui ne peut les percevoir? Ou a-t-il des raisons de choix et de refus que nous ignorons? Ou agit-il au gré du hasard ou de son caprice? La segmentation en anneaux de ses pattes et de sa queue, le piquetis de menues plaques granuleuses sur sa tête et son ventre, donnent au gecko l'apparence d'un engin mécanique. Une machine hautement élaborée, étudiée dans chacun de ses microscopiques détails, au point qu'on se prend à se demander si pareille perfection n'est pas du gaspillage, vu les opérations limitées qu'elle accomplit. Ou peut-être est-ce là son secret, satisfait d'être,
il réduit son action au minimum? Est-ce là sa leçon? À l'opposé de la morale que Palomar, dans sa jeunesse, avait voulu faire sienne. Toujours chercher à faire quelque chose qui aille un peu au-delà de ses moyens. Voilà que passe à sa portée un papillon nocturne égaré. Va-t-il le négliger? Non, lui aussi, il l'attrape. Sa langue se transforme en filet à papillon et l'entraîne à l'intérieur de sa gueule. Y tiendra-t-il tout entier? Va-t-il le recracher? Éclater? Non, le papillon est là, dans son gosier. Il palpite, mal en point, mais encore égal à lui-même, exempt de l'outrage de dents masticatrices. Le voici qui franchit le pas étroit du gosier. C'est une ombre qui commence son voyage lent et laborieux le long d'un œsophage gonflé. Le gecko, sorti de son impassibilité, pentèle, agite convulsivement la gorge, tangue sur ses pattes et sa queue, tortille son ventre, soumis à rude épreuve. Cela lui suffira-t-il pour cette nuit? Va-t-il s'en aller? Était-ce là le comble de tout désir qu'il visait à satisfaire? Était-ce l'épreuve aux limites du possible à laquelle il entendait se mesurer? Non, il reste. Peut-être s'est-il endormi? À quoi ressemble le sommeil pour qui n'a pas de paupières? Monsieur Palomar ne parvient pas non plus à s'en détacher. Il continue de le fixer. Il n'est nulle trêve sur quoi compter. Même à rallumer la télévision, on ne fait qu'étendre la contemplation des massacres. Le papillon, fragile Eurydice, s'enfonce lentement dans son Hadès. Un moucheron volette, s'apprête à se poser sur la vitre, et la langue du gecko s'élance. La pancia del geco. Sul terrazzo, come tutte le estati, è tornato il geco. Un eccezionale punto d'osservazione permette al signor Palomar di vederlo non di schiena, come da sempre siamo abituati a vedere gechi, ramarri e lucertole, ma di pancia. Nella stanza di soggiorno di casa Palomar c'è una piccola finestra vetrina che s'apre sul terrazzo. Sui ripiani di questa vetrina è allineata una collezione di vasi Art Nouveau. La sera una lampadina da 75 watt illumina gli oggetti. Una pianta di plumbago dal muro del terrazzo fa penzolare i suoi rami celesti sul vetro esterno. Ogni sera, appena s'accende la luce, il geco che abita sotto le foglie su quel muro si sposta sul vetro, nel punto dove splende la lampadina, e resta immobile come lucertola al sole. Volano i moscerini, anch'essi attratti dalla luce, il rettile, quando un moscerino gli capita a tiro, lo inghiotte. Il signor Palomar e la signora Palomar finiscono ogni sera per spostare le loro poltrone dalla televisione e sistemarle accanto alla finestra. Dall'interno della stanza contemplano la sagoma biancastra del rettile sullo sfondo buio. La scelta tra televisione e geco non avviene sempre senza incertezze. I due spettacoli hanno ognuno delle informazioni da dare che l'altro non dà. La televisione si muove per i continenti raccogliendo impulsi luminosi che descrivono la faccia visibile delle cose, il geco invece rappresenta la concentrazione immobile e l'aspetto nascosto, il rovescio di ciò che si mostra alla vista. La cosa più straordinaria sono le zampe,
vere e proprie mani dalle dita morbide, tutte polpastrelli, che premute contro il vetro vi aderiscono con le loro minuscole ventose. Le 5 dita s'allargano come petali di fiorellini in un disegno infantile e quando una zampa si muove si raccolgono come un fiore che si chiude, per tornare poi a distendersi e a schiacciarsi contro il vetro, facendo apparire delle striature minutissime simili a quelle delle impronte digitali. Insieme delicate e forti, queste mani paiono contenere una intelligenza potenziale tale che basterebbe esse potessero liberarsi dal compito di restare lì appiccicate alla superficie verticale per acquistare le doti delle mani umane, che si dice siano divenute abili da quando non ebbero più da appendersi ai rami o da premere il suolo. Le zampe ripiegate sembrano, più che tutte ginocchio, tutte gomito, molleggiate a sollevare il corpo. La coda aderisce al vetro solo con una striscia centrale, dove prendono origine gli anelli che la fasciano da una parte all'altra e ne fanno uno strumento robusto e ben difeso. Il più del tempo posata torpida e neghittosa, pare non abbia altro talento o ambizione che di sostegno sussidiario. Nulla a che vedere con l'agilità calligrafica delle code delle lucertole, ma all'occorrenza si dimostra reattiva e ben articolata e anche espressiva. Del capo sono visibili la gola, capace e vibrante, e ai lati gli occhi sporgenti e senza palpebra. La gola è una superficie di sacco floscio che si estende dalla punta del mento, dura e tutta scaglie come quella d'un caimano, al ventre bianco che dove preme sul vetro presenta anch'esso una picchiettatura granulosa, forse adesiva. Quando un moscerino passa vicino alla bocca del geco, la lingua scatta e inghiotte, fulminea e duttile e prensile, priva di forma e capace d'assumere ogni forma. Comunque Palomar non è mai sicuro se l'ha vista o non l'ha vista. Ciò che certamente vede adesso è il moscerino dentro la gola del rettile. Il ventre premuto contro il vetro illuminato è trasparente come i raggi X. Si può seguire l'ombra della preda nel suo tragitto attraverso le viscere che l'assorbono. Se ogni materia fosse trasparente, il suolo che ci sostiene, l'involucro che fascia i nostri corpi, tutto apparirebbe non come un alleggiare di veli impalpabili, ma come un inferno di stritolamenti e ingerimenti. Forse, in questo momento, un dio degli inferi situato al centro della terra col suo occhio che trapassa il granito sta guardandoci dal basso, seguendo il ciclo del vivere e del morire, le vittime sbranate che si disfanno nei ventri dei divoratori, finché alla loro volta un altro ventre non li inghiotte. Il geco resta immobile per ore. Con una frustata di lingua deglutisce ogni tanto una zanzara o un moscerino. Altri insetti, invece, identici ai primi, che pure si posano ignari a pochi millimetri dalla sua bocca, pare non li registri. È la pupilla verticale dei suoi occhi divaricati ai lati del suo capo che non li scorge, o ha motivi di scelta e di rifiuto che noi non sappiamo, o agisce mosso dal caso o dal capriccio. La segmentazione ad anelli di zampe e coda, la picchiettatura di minute piastre granulose sul capo e sul ventre, danno al geco un'apparenza di congegno meccanico, una macchina elaboratissima, studiata in ogni microscopico dettaglio, tanto che viene da chiedersi se una tale perfezione non sia sprecata, viste le operazioni limitate che compie. O forse è quello il suo segreto. Soddisfatto d'essere, riduce il fare al minimo. Sarà questa la sua lezione? L'opposto della morale che in gioventù il signor Palomar aveva voluto far sua, cercare sempre di fare qualcosa un po' al di là dei propri mezzi? Ecco che gli capita a tiro una smarrita farfallina notturna. La trascura? No, acchiappa anche quella. La lingua si trasforma in rete per farfalle e la trascina dentro la bocca. Sta tutta? La sputa? Scoppia? No. La farfalla è là, nella gola. Palpita,
malconcia ma ancora se stessa, non toccata dall'offesa di denti masticatori, ecco che supera le angustie della strozza, è un'ombra che inizia il viaggio lento e combattuto giù per un gonfio esofago. Il geco, uscito dalla sua impassibilità, boccheggia, agita la gola convulsa, tentenna su gambe e coda, contorce il ventre sottoposto a dura prova. Ne avrà abbastanza per stanotte? Se ne andrà? Era questo il culmine d'ogni desiderio che lui attendeva di soddisfare? Era questa la prova ai limiti del possibile con cui voleva misurarsi? No, resta. Forse si è addormentato. Com'è il sonno per chi ha gli occhi senza palpebre? Neanche il signor Palomar sa staccarsi di lì. Resta a fissarlo. Non c'è tregua su cui si possa contare. Anche a riaccendere la televisione non si fa che estendere la contemplazione dei massacri. La farfalla, fragile Euridice, sprofonda lentamente nel suo Ade. Ecco, vola un moscerino, sta per posarsi sul vetro e la lingua del geco si scaglia. Nous allons clore sur ces mots notre série consacrée à Italo Calvino. Vous venez d'entendre un extrait de son livre Monsieur Palomar, lu en français, puis en italien par son traducteur Christophe Mileschi. L'œuvre d'Italo Calvino, traduite en français, est disponible chez Gallimard, en poche folio, et dans un volume de la Pléiade, paru en 2024. Dans 15 jours, vous pourrez suivre une autre série du podcast de Kimamori, toujours construite autour d'une œuvre ou d'une thématique. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux, et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.